Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette vidéo, ce retour de partie consacré à Ironsworn. Comme d'habitude en préambule, je vous rappelle que vous pouvez partager la vidéo, la commenter et l'aimer. N'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir la chaîne via les dons libres ou Tipeee, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous permet d'avancer pour prendre du matériel. Je n'ai pas encore reçu le nouvel appareil d'optique vidéo car il est bloqué. Un peu compliqué en ce moment, voilà, en période de quarantaine, etc. Mais c'est pas très grave, il y a bien pire dans la vie. Bref, Ironsworn est donc un jeu de rôle de Sean Tomkin, traduit pour la Caravelle par Thomas Pereira. C'est un jeu de rôle plus ou moins propulsé par l'apocalypse. On va en discuter, c'est un jeu un petit peu hybride. Alors il ne renie pas son inspiration d'Apocalypse World, puisqu'il y a des manœuvres, qui sont très très proches de ça, il y a aussi des principes et des objectifs, etc. Donc je dirais que la base c'est du Apocalypse World, mais il a largement dérivé. C'est un jeu de rôle qui peut se jouer en solo, sans meneur ou avec meneur. Et ça, c'est plutôt original et pour moi, c'est ce qui fait la force de ce jeu. En tout cas, en solo, puisque je vais parler essentiellement de mon expérience solo sur ce jeu, car je n'ai pas eu l'occasion de le tester sans meneur ou avec meneur. Voilà, allez, c'est parti. Ironsworn, c'est avant tout un univers émergent. Mais plus que ça, je dirais que c'est un univers participatif, dans le sens où lorsque vous allez lancer votre partie, que ce soit en solo, sans MJ ou avec MJ, vous allez répondre à tout un tas de questions. Le postulat de base, c'est que les aventures se déroulent sur une péninsule qu'on appelle les Terres de Fer, qui a été colonisée depuis peu par le peuple de Fer, colonisée suite à une catastrophe sur le continent d'où ils viennent, et un petit peu à la manière des Vikings, on se retrouve dans une période un peu similaire de colonisation de grands navigateurs, de marchands, de commerçants, etc. Et donc, ils débarquent là-dessus, et là, vous allez répondre à tout un tas de questions. Est-ce qu'il y a par exemple des horreurs? Je propose de jouer avec des horreurs, peut-être des espèces de créatures Lovecraftiennes tapis dans l'ombre. Ensuite, vous allez pouvoir répondre de quelle manière sont organisées les communautés, qu'est-ce qui s'est passé sur le continent qui a poussé cet exode, etc. En répondant à ces questions, vous allez mettre en place vos propres terres de fer, vous allez vraiment établir votre univers. Ça, dans ma partie, moi je l'avais fait avec Sandron des Voix d'Altaride et j'avais beaucoup apprécié cette phase-là parce qu'à chaque question, vous avez des réponses préétablies et ça vous permet très rapidement d'avoir des terres de fer qui vous correspondent et de vous les approprier vraiment très facilement. Ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, du jeu de Sean Tomkin. Je le comparais peut-être à Blade in the Dark qui lui propose un univers émergent, c'est-à-dire vraiment avec quelques points d'encart, par exemple tel quartier décrit avec un petit encart, telle faction décrite avec un encart et quelques stats. Là, c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus facile de se l'approprier. Je veux dire, c'est pas une encyclopédie parce qu'en fait, vous vous contentez de répondre à des questions et de créer vos propres terres de fer. Ça, c'est plutôt cool. Malgré tout, si vous répondez aux questions posées, on appelle ça vos vérités, il ne vous laisse pas le bec dans l'eau à vous dépatouiller ensuite avec l'univers. Il est plutôt bien accompagné, il y a une encyclopédie très très légère, hein. Vous allez avoir chaque région avec une page A5 détaillée, vraiment très structurée, avec des impressions, un cours descriptif, et de quoi avoir tout de suite l'inspiration pour mener quelque chose qui va se passer dans cette région. Et pareil pour les confrontations, pour les monstres, pour les oppositions en fait. Donc ça, c'est quand même très très bien fait et je trouve que c'est très succinct. Il y a, comme je l'ai dit, à chaque fois une page A5 et c'est amplement suffisant. Vous avez des impressions qui vont vous donner l'inspi, une courte description et puis c'est parti. Côté mécanique, comme je vous l'ai dit, il emprunte pas mal le jeu propulsé par l'Apocalypse. Le principe est le même, c'est-à-dire que vous décrivez ce que vous faites. Il y a un enjeu, s'il y a quelque chose à résoudre, vous regardez s'il y a une manœuvre qui colle à ce que vous décrivez, à ce que fait le personnage. C'est le cas, vous résolvez la manœuvre mécanique, et ensuite, une fois la manœuvre effectuée, vous rebasculez en fiction pour décrire le déroule. Pour résoudre les enjeux, vous ne jetez pas 2d6 plus quelque chose. Non. Pareil, vous avez des stats, vigueur, cœur, fer, ombre, astuce, qui vont de 0 à 3, mais vous allez jeter en fait un seul d6 plus la carac adaptée. Vous prenez le résultat et vous allez le comparer à 2d10, qu'on appelle des dés de défi. Par exemple, je vais faire un test de cœur, je jette 1 d6 plus 2, mon résultat est 4. Si mes 2 dés de défi sont inférieurs à 4, c'est une réussite.
Si j'ai qu'un seul dé de défi qui est inférieur à 4 et l'autre qui est supérieur, c'est un échec partiel ou une réussite partielle. Et si les deux dés de défi sont supérieurs à mon résultat, c'est un échec. Donc cette mécanique-là, elle est plutôt bien trouvée. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? En fait, elle apporte notamment des rebondissements. Parce que du coup, si vous avez des doubles sur les dés de défi, si vos 2 d 10 font le même chiffre, si c'est supérieur à votre résultat, vous allez avoir entre guillemets, un rebondissement échec, enfin un rebondissement néfaste pour la fiction pour vous. Si c'est inférieur, vous allez avoir un rebondissement qui va vous apporter quelque chose en plus, quelque chose de bénéfique. Donc voilà, ça apporte ça, et ça, je trouve pas que ça apporte quelque chose de plus, parce que finalement le 2d6 plus machin, ça fonctionne plutôt bien, mais là ça permet effectivement de gérer les dés de défi. Il y a aussi la mécanique d'élan qui va rentrer en compte, parce qu'en fait, pour simuler, entre guillemets, l'élan que vous mettez dans votre quête, c'est un jeu qui est énormément basé sur des quêtes et sur des vœux, pour simuler ça, votre motivation, votre réussite et votre énergie que vous mettez dans votre quête, il y a une jauge d'élan qui va de -4 à +10. En fait, vous allez pouvoir cramer cet élan pour améliorer votre jet. Donc pareil, ça permet d'améliorer le D6. Alors voilà, tout ça est combiné. Bon, c'est différent des PBTA, mais ça tourne plutôt bien, c'est plutôt efficace. Voilà, donc après, toutes les autres caracs, donc l'élan, la santé, l'esprit, les provisions, c'est géré via des jauges qui fluctuent de +5 à 0, et c'est plutôt bien ça aussi. Il n'y a pas de petit compte d'apothicaire à faire, et ça fonctionne bien. Moi je me suis régalé à gérer un petit peu la fiche, hein, il y a un aspect un petit peu ludique avec ces jauges, et je trouve que c'est très très efficace. Pour les mécaniques, vu que le jeu est adapté au jeu de rôle solo et au jeu de rôle sans meneur, il y a vraiment tout un tas de manœuvres. Je veux dire, les manœuvres couvrent à peu près tout. Elles couvrent les combats, elles couvrent les interactions sociales, elles couvrent le voyage, elles couvrent même les vœux de fer. Car une des mécaniques principales du jeu, ce sont les vœux. Votre personnage est un fer juré. C'est une personne qui jure sur le fer, et lorsqu'elle fait un vœu, c'est quelque chose de très important. Vos vœux vont former en quelque sorte vos quêtes. Une fois que votre vœu est arrivé à son terme, une fois qu'il est réalisé, bah, vous allez voir comment ça se passe. C'est-à-dire que même si vous êtes arrivé au bout du vœu, bah, il peut encore se passer des choses pas cool. Et le jeu est assez difficile en réalité. Cette mécanique de vœu, en fait, elle permet de progresser en expérience et surtout d'apporter de la dynamique au jeu, puisque ça va être votre moteur fictionnel, en fait, votre carburant pour faire avancer l'histoire. Je trouve ça très très intéressant. Je me suis régalé à titre personnel en solo, donc jurer à droite et à gauche des vœux, et puis finalement construire au fur et à mesure l'histoire comme ça, et puis surtout prendre des revers, même si on avait fait de son mieux pour faire en sorte de mener à bien le vœu. Autre mécanique assez spécifique au jeu, c'est aussi les liens. Il va être important de tisser des liens, parce que vous allez jurer des vœux auprès de personnes, mais vous allez aussi tisser des liens. Les liens, en fait, vont vous permettre d'avoir des bonus, soit avec des communautés, soit avec des PNJ, en fait, pour des voyages, pour interagir avec eux. Et en fait, c'est surtout un petit peu la mécanique finale, parce que à la fin de votre campagne, aventure, vous allez faire un jet d'épilogue, en fait. Ce jet d'épilogue va être plus ou moins réalisable, en tout cas, vous allez pouvoir réussir si vous avez énormément de liens. Ce qui n'est pas forcément mon cas, du coup, si vous ne tissez pas de liens, si votre personnage est isolé, etc., ben, il y a moins de chances d'avoir une fin heureuse. Et ça aussi, je trouve que c'est plutôt élégant, et ça permet de dire que, bon, ben voilà, sur des terres difficiles, on a plutôt intérêt à tisser des liens, sinon on ne s'en sort pas. En plus de ça, Sean Tomkin a trouvé quelque chose de... a proposé plutôt quelque chose de très élégant pour vous accompagner lorsque vos manœuvres se passent mal ou non, mais qui va vous permettre de rebondir dans la fiction, surtout quand vous jouez solo. C'est l'Oracle. En fait, l'Oracle, c'est une compilation de tables aléatoires très très adaptées aux terres de fer. Du coup, quand vous ne savez pas comment les choses vont se passer, comment ça va rebondir, vous tapez dans l'Oracle, il y a tout un tas de tables, nom de PNJ, but PNJ, sentiments, créatures, etc. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour jouer en solo, sans meneur, ou même pour le meneur, en fait, en termes d'inspiration. Et je trouve que cet oracle, moi, j'ai adoré jouer avec. Bon, déjà, j'aime beaucoup les tables aléatoires, et là, Ironsworn, pour moi, était ma première expérience de jeu de rôle solo, et du coup, j'avais parfois besoin d'un élément extérieur pour trouver l'inspiration, pour rebondir dans la fiction. Du coup, ce qui est très bizarre quand on joue en solo, c'est que
dans votre tête, les choses se font, mais se font un petit peu comme ça, de manière scripturale et de manière émergente. Je veux dire, quelque part, même en solo, on a l'impression que la fiction nous échappe. A fortiori, quand on va chercher des éléments dans l'oracle, on va chercher par exemple un but et un moyen pour un PNJ, bah, du coup quand on tombe sur des associations un peu bizarres ou vraiment auxquelles on ne s'entendait pas, bah, il faut composer avec, et du coup là, c'est ce qui permet vraiment de jouer pour voir ce qui va se passer, malgré le fait qu'on soit solo ou sans meneur par exemple, ou même le meneur s'il peut totalement se laisser guider parfois par l'oracle, c'est tout à fait possible. Donc là-dessus, il a fait un super boulot, ces tables aléatoires sont vraiment très fournies, et en plus de ça, il y a un site internet qui les compile tous, et donc on peut jouer en ligne sans problème, avec un petit clic, ou même pas en ligne, à côté de soi, avec un petit clic, on a toutes les tables, et puis on peut faire un jet dessus. Donc voilà, ça me permet d'enchaîner et de vous parler de mon expérience en solo sur ce jeu. J'ai vraiment adoré mon expérience solo sur Ironsworn, ça m'a d'ailleurs donné envie de tester d'autres jeux solo, j'ai testé À la dérive, j'ai testé Kill, et je pense qu'un jour je reviendrai faire une campagne solo sur Ironsworn. En plus de ça, il y a Sean Tomkin qui vient de sortir un supplément qui s'appelle Delve, et donc j'espère qu'il sera traduit par la Caravelle, ce qui permettra pour moi de vous proposer une nouvelle campagne sur le jeu, parce que vraiment c'était le kiff. J'ai créé donc mon personnage, Sadia, une ancienne chef communauté qui vivait en reclus depuis une dizaine d'années et qui servait un petit peu de rebouteuse, de conseillère, de sage que les anciens membres de sa communauté venaient consulter. Quand tu crées ton personnage à Ironsworn, tu as un vœu de départ, une espèce de grande quête qui va déclencher l'aventure et qui va faire un petit peu ton arc narratif principal. Et d'emblée choisi quelque chose d'assez dramatique, puisque c'est une baston entre les deux frères en fait, de Sadia, dont l'un finira par être blessé. Donc la croche, c'est ça, c'est le frère blessé qui arrive, et Sadia recompose avec son passé et doit jouer avec ça, et ça a mené tout de suite voilà, de l'histoire assez riche et dramatique. Et vraiment, je me suis énormément accroché à ce personnage. Je l'ai joué, bon, je pense que le live m'a pas mal galvanisé, de jouer en direct avec des gens qui en font sur le sport, etc. Ça aide. Je sais pas comment ça se passerait si j'avais fait l'expérience solo avec moi, seul, avec moi-même et un cahier, je sais pas. Mais du coup, c'était super chouette, parce que vraiment, ça m'a amené dans des territoires auxquels je ne m'attendais pas. Vraiment beaucoup d'émotions avec ce personnage. Elle a vécu des moments très très difficiles. À plusieurs reprises, elle était à deux doigts de la mort, parce que du coup, vraiment, on suit la fiction, les oracles, etc. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, si les dés parlent, ben, ton personnage, il y passe, et ça ce fut très très compliqué à de plusieurs reprises. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment kiffé cette expérience solo, et je pense que j'y retournerai avec plaisir. J'ai beaucoup aimé la manière, comme je l'ai dit un peu en avant, dont la fiction se construit d'elle-même. On a beau être seul à la commande, on est toujours surpris. On est très loin d'une expérience des livres dont vous êtes le héros, où c'est scripté, donc finalement on a des embranchements qu'on choisit, etc. Mais tout est établi à l'avance. Là, vraiment, tout se construit au fur et à mesure, donc on ne peut être que surpris. Et ça, c'est vraiment, vraiment très grisant. C'est ce qui m'a fait le plus kiffer. Sans compter, comme je disais, sur le soutien de l'oracle, qui vient vous donner des rebondissements et des embrouilles clés en main. Vous n'avez plus qu'à raccrocher les wagons, et c'est vraiment génial. Donc vraiment une très très bonne expérience cette campagne, je vous conseille de la visionner. J'ai eu de très très bons retours, et j'espère qu'un jour j'aurai le temps d'en refaire une, parce que c'était le gros kiff. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour de partie. En tout cas, moi, j'ai adoré me replonger dans cette campagne que j'ai énormément aimée. Le jeu n'est pas exempt de défauts. Moi, je l'ai testé qu'en solo. J'ai eu des échos comme quoi, sans MJ ou avec MJ, c'était pas fameux. Enfin, voilà, il y avait des petites mécaniques qui posaient problème, notamment l'élan qui n'avait pas tant d'utilité que ça, alors qu'en solo, c'est quand même important. Le jeu est très difficile, hein, honnêtement, franchement. Personnage souffre, alors ça on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Et aussi, il est difficile de gagner de l'XP, franchement j'ai eu du mal à progresser, et ça c'est quelque chose qui a été remonté, puisqu'il y a des règles maison qui ont été faites, et d'ailleurs Sean Tomkin dans son supplément d'Elve a rectifié le tir en mettant courbe de progression, oui, pour noter les échecs et prendre de l'expérience là-dessus en fait. Voilà, quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la partager bien évidemment, mais surtout, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la campagne et puis commenter, faire des retours, etc. C'est toujours très important les retours. On les prend, on les écoute, on les lit, j'y réponds, ça m'importe énormément. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo, à bientôt.